une dernière avant la pause. Cette fois-ci, c'est Louis Garneau qui poursuit un stage postdoctoral en télédétection et géomatique appliquée dans lequel il s'intéresse à l'écologie de la restauration minière. Avec sa présentation « Un désert boréal, comment, pourquoi et que faire ?», il tentera de répondre aux questions « Comment transformer une mine de fer en forêt boréale ?» On l'accueille chaleureusement. Faire du multitask avec 3 affaires dans mes mains. Ouais. Bien. On va finir par l'avoir. Donc, bonjour tout le monde. J'ai dans ma main ici un problème substantiel. Vous allez me dire, ça a l'air de quelques poignées de sable gris dans un ça ressemble à quelques poignées de sable gris dans un ziploc. Vous allez me dire, mets ça à la dompe, c'est fini. Mais c'est la quantité qui est le problème. Imaginez-vous, creux dans la forêt boréale, des beaux arbres, des épinettes, des sapins, des belles tourbières. Et puis, dans le milieu bien perdu, un monticule de dunes grises. C'est des déserts dans le milieu de la forêt boréale. Mais c'est quoi ces déserts-là? En fait, c'est des mines, particulièrement des mines de fer. Du fer, on a besoin, effectivement. Et puis, dans l'extraction du fer, on broie de la roche, on sort de la fraction qui est riche en fer, et on se ramasse avec une grande quantité de sable, essentiellement, qu'on dispose dans des piles comme ça. Ce qui arrive, c'est que selon la législation qui existe au Québec, on est obligé de restaurer les mines lorsque les opérations sont terminées. Une partie de cette opération-là, c'est de remettre de la végétation sur les résidus fins dans les parcs à résidus. Donc, pour vous donner une idée un peu de l'échelle de la patente, ça c'est un tour d'un quart du site du parc à résidus fins. Et puis on peut voir dans le bas quelques pixels orange et blanc qui sont moi-même. Donc, mon site, c'est un site sur la région de la Côte-Nord, le site Lac-Janine. Et puis, c'est un site qui est abandonné d'autour de 40 ans. Donc, vous allez me dire, c'est bien effrayant, il faut faire de quoi. Mais pour moi, c'est vraiment un terrain de jeu pour ma recherche. Parce qu'on peut supposer qu'en 40 ans, s'il y avait des plantes qui étaient pour pousser à certains endroits, il y aurait déjà poussé. Donc, aux endroits où il n'y a pas de plantes, il existe une contrainte. Et puis donc, on peut utiliser différentes techniques pour essayer de caractériser ces contraintes-là puis savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de régler le problème. Donc, ce site-là, c'est un petit site comparé à la plupart des autres mines de fer de la même formation géologique. C'est un site qui fait autour de 2 km de diamètre. Et puis donc, malgré que c'est un petit site, c'est quand même difficile à étudier. C'est à 13 heures de char d'ici. Il n'y a pas de signal cellulaire. Et puis, c'est quand même 2 km de diamètre. Donc, à pied, ça prend un certain temps. Donc, pour l'étudier, on y pose des senseurs. On pense à des stations météorologiques, des senseurs de température, d'humidité relative qui sont disposés partout sur le site. Et puis, on a désigné 8 zones de 100 par 500 mètres qui représentent quand même bien le site. Et puis, on passe là-dessus avec des drones qui sont munis de caméras, des caméras couleur normale, des caméras multispectrales, des caméras thermiques. On va aussi générer des cartes avec des données pertinentes pour nous permettre de comprendre ce qui se passe sur le site. Vous allez me dire, là, tu as bien du plaisir. Tu as des jouets téléguidés sur ton gros carré de sable, tout aux frais des contribuables, c'est parfait. Mais de quoi ça a l'air, ça, concrètement? Vous pouvez voir, ici, il y a effectivement des endroits où il n'y a aucune plante qui pousse. C'est des endroits qui sont balayés par le vent, une accumulation de la fraction foncée, de la fraction dense, et puis très peu poreuse à la surface. Et puis ces endroits-là ne sont absolument pas propices à la colonisation par les plantes. On a aussi des endroits où il y a des plantes isolées avec peu de diversité. On a juste les plantes les plus toughes qui survivent à ces endroits-là. On voit ça en haut à droite.
Il y a aussi des endroits, relativement peu de ces endroits-là, où il y a des tapis de mousse, où il y a plus de diversité. Et puis, c'est généralement des endroits qui sont relativement limités dans les zones humides. Et puis, finalement, on a une zone en particulier où il y a des tapis bucoliques de lichen à caribou avec des bleuets particulièrement comestibles et beaucoup de diversité de plantes, notamment des arbres et des arbustes. Donc, c'est vraiment en voie de retenir vers le milieu naturel. Cet endroit-là n'est pas là par hasard. En le fond, dans les années 80, il y a des gens qui ont fait un essai de revégétalisation en étendant de la matière fertilisante et des herbes à pâturage. Et puis donc, on voit que ça a vraiment fait une bonne job à très haut coût, par unité de surface, pour ramener ça à un état satisfaisant. De quoi ça a l'air vu des airs? Donc, mes cartes de végétation. Ici, on a un indice de végétation en 4 classes. Et puis, essentiellement, la manière d'interpréter ça, c'est que plus c'est vert sur les photos, avec les 8 zones une à côté de l'autre, plus la végétation est dense et en santé. Donc, on peut voir la région qui a été revégétée dans les années 80 en bas à gauche. Donc, c'est vraiment en voie de redevenir du milieu naturel. Et puis, dans le milieu, on a en haut, on a du milieu naturel, donc qui est très dense, très en santé. Mais le restant est vraiment très éparse, avec très peu de végétation. Et ce qu'on remarque, c'est que plus on est sur le dessus de la pile, plus on est exposé au vent, plus on est du côté exposé au vent dominant, moins on a de végétation. Et plus on est proche de la végétation naturelle autour du site, plus on a de végétation. C'est pas cool tout ça. Donc, le vent est vraiment un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Essentiellement, on a déjà des outils pour mitiger les stress dus au vent. On peut utiliser des plantations plus denses en haies ou en bosquets. On peut semer des herbes temporaires qui vont protéger les semis qu'on va avoir plantés. Et on peut utiliser des enrochements, des barrières de roches ou de bois mort pour mitiger le stress du vent. Donc, merci beaucoup. J'aimerais remercier aussi les gens avec qui je vais sur ces terrains-là, parce que c'est très plaisant. On fait les nerds creux dans le fin fond du Québec, on a bien du plaisir. Je veux remercier aussi les organismes subventionnaires et puis à vous aussi pour votre attention ce soir. J'ai-tu le droit? Les compagnies forestières, quand elles quittent leur site d'exploitation, il me semble qu'elles doivent replanter. Pourquoi ça ne semble pas être le cas pour les compagnies minières? Ils sont tenus de restaurer le site. Il y a des argents de garantie qui sont mis avant d'avoir les permis d'exploitation. Dans le passé, ce n'était pas tant le cas. Dans le passé, on pouvait juste faire faillite et s'en aller, comme ils disent. Mais depuis un certain temps, c'est nécessaire de faire une bonne job aussi. Et puis donc, la revégétalisation, c'est un des aspects de ça, mais souvent à cause qu'il y a des problèmes techniques du point de vue d'être capable de revégétaliser certaines zones. Les standards sont relativement bas. Donc, il reste beaucoup de travail à faire pour avoir des outils pour pouvoir faire une bonne job et restaurer ça comme il faut.